Bonsoir, amis sportifs, merci de nous retrouver sur CRTV News dans le cadre d'Omniscore. C'est le dernier numéro du mois d'août. On parlera au cours de cette édition de l'hommage rendu à Stephen Tato, le capitaine emblématique des Lions Indomptables. On aura aussi l'occasion de se prononcer sur la saison 2020-2021 du championnat national du Cameroun. La date initialement prévue, le 26 septembre, a été repoussée. Mais avant, prenons les dernières nouvelles avec Christelle Avon, présente dans ce studio. Christelle, bonsoir. Bonsoir, Merlin Campbell. On débute ce journal avec une très bonne nouvelle, nouveau coup de filet pour la douane camerounaise. Effectivement, Merlin, dans le cadre de l'opération Halte au commerce illicite, Alcomi, les éléments du bureau de douane de Mokolo ont intercepté une importante cargaison de marchandises prohibées et de contrebande. Le coordonnateur de la mission Alcomi pour la zone 3 était sur les lieux pour faire le constat. Des précisions dans ce reportage de Francis Djaba, CRTV Extrême Nord. En saisissant environ 200 engins explosifs improvisés à paqueter dans l'arrondissement du Demsa, la mission Halte au commerce illicite zone 3 déployée dans les régions du Nord, de l'extrême nord et de la Damawa démontre son efficacité et sa détermination à traquer les produits de la contrebande pour préserver le tissu économique des produits d'origine douteuse. Cette starlette entrer, on l'a stoppé, il a refusé. Il venait d'un pays voisin. Donc entrer dans un autre pays sans s'arrêter. C'est en fouillant cette voiture qu'on a trouvé ces engins. Une mission spéciale Alcomi, donc halte au commerce illicite. Donc nous sommes là pour fouiller tout qui entre dans le pays et enlever les marchandises prohibées. Accompagné des hauts responsables des forces de défense et de sécurité, le gouverneur de la région du Nord, Jean Abateidi, qui visitait le poste de commandement de l'opération Alcomi à Garoua, s'est félicité de cette autre prise de la douane camerounaise qui intervient quelques jours seulement après un autre coup de filet qui a permis de mettre la main sur plusieurs produits impropres à la consommation. 210 colis et qui ont été identifiés comme des charges préparatoires, des charges explosives. C'est un problème suffisamment grave. Des mesures sont prises pour renforcer le contrôle. À compter de lundi, sur toute l'étendue de la région du Nord, il ne sera plus toléré, l'interdiction des starlettes sera actée. Renforcer le dispositif de contrôle sur toutes les frontières afin d'éviter que ce genre d'éléments puisse continuer à pouvoir persister dans notre dispositif sécuritaire. En renforçant les activités de surveillance à travers la mission Halte au commerce illicite, la douane camerounaise démontre son engagement à tordre le cou à la contrebande, la contrefaçon et la fraude douanière. Vous l'avez compris, il s'agissait bien de Claver Pascal Ndanga. Tout à fait autre chose à présent, 60 jeunes venus des 10 régions du Cameroun formés pour la culture de la paix et du vivre ensemble se sont séparés cette semaine à Yaoundé. C'est à l'issue d'un camp de jeunes dénommé Why Peace and Living Together Camp qui s'est tenu du 26 au 28 août dernier au quartier Mandon, une initiative de l'Union chrétienne des jeunes gens, en abrégé YMCA, une organisation de la société civile en partenariat avec l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Joséphine Priso, CRTV Centre. Ces 60 jeunes représentant les 4 aires culturelles du Cameroun sont désormais les visages de paix et du vivre ensemble dans leur communauté. En 3 jours, ils ont reçu les outils pour la construction de la paix et la coexistence pacifique via des thèmes tels que la communication non violente, développement économique, bonne gouvernance et paix sociale au Cameroun, entre autres. Une touche du Cameroun YCMA qui contribue à l'éveil de cette jeunesse sur les valeurs de paix et du vivre ensemble. Les jeunes eux-mêmes se sont rendus compte que nous pouvons vivre ensemble et dans la paix. Ils sont venus de toutes les régions, ils ont passé 3 jours ensemble, ils ont été enseignés sur la communication non violente, la paix comme un processus, et ils maîtrisent maintenant les notions de conflit
et ils se sont engagés à travers leurs déclarations à construire la paix autour d'eux en commençant par leur famille. Conscients de leur statut d'artisans et de relais de la paix, ces leaders d'associations âgés de 20 à 35 ans qui ont partagé leurs expériences sur la gestion non violente des conflits entendent donner de la voix. Une fois reparti dans ma communauté, je pense transmettre toutes les méthodes de résolution de conflits de façon pacifique et de communication non violente que nous avons eu à apprendre durant notre camp. Ce camp de jeunes pour la paix et le vivre ensemble, clôturé par une remise des attestations organisée par le Cameroun YMCA dans le respect des mesures barrières, fait suite au séminaire de Douala et Tchang. Eh bien, Christelle, on reste dans la région du centre. Akonolinga voit la vie en rose. Effectivement, Merlin, la ville d'Akonolinga va désormais jouer sur toutes les nuances du rose. Dans le but de rendre la ville plus propre, l'exécutif communal vient de lancer l'opération Grand Jeudi Propre, initiative qui connaît beaucoup de succès tant tous les citoyens se prêtent au jeu. Eric Laouna a fait un tour à Akonolinga. Ceci sera désormais une tradition. La ville d'Akonolinga aura une journée toute dédiée à l'assainissement dénommée le Grand Jeudi Propre. Il s'agira chaque dernier jeudi du mois de mobiliser toutes les populations sous la supervision des chefs de village et des conseillers municipaux autour des activités d'hygiène et de salubrité dans tous les quartiers de la ville. Akonolinga a toujours été traitée comme une ville sale. Alors nous sommes là pour assainir. Nous voulons que notre ville soit l'une des plus propres du Cameroun. À cet effet, un jury chargé de l'évaluation du niveau de propreté des quartiers se chargera de primer trimestriellement le quartier ayant obtenu le plus de points au terme de cette évaluation. Cette action est vraiment grande pour nous, c'est vraiment un truc très admirable et nous pensions que c'est avantageux pour nous que la ville soit tellement propre. En attendant les résultats de l'évaluation de cette opération intitulée Grand Jeudi Propre, l'ambiance dans les quartiers d'Akonolinga connaît une effervescence toute particulière. Nous apprécions vraiment cette activité. Il a entrepris des réformes qui permettent à la ville de briller. Vous pouvez le remarquer à travers cette couleur rose qu'il a initiée. La ville d'Akonolinga désormais qui se fait appeler la ville rose. Il n'y a plus qu'à espérer que les fruits tiennent les promesses des fleurs. En religion à présent, les membres de l'Association des hommes catholiques du Cameroun sont appelés à travailler davantage pour renforcer l'impact de leur mouvement au sein de l'Église. Principal message de l'administrateur apostolique du diocèse de Boya, Monseigneur Michael Bibi, au cours de la réunion annuelle du Bureau exécutif national de la CMA tenue ce week-end à Boya, Katinandou. La pose de la première pierre du marché ultramoderne de Limbe augure des lendemains meilleurs pour les commerçants qui souffraient jusqu'ici du déficit en termes d'espace commercial. Au cours de la cérémonie de lancement du projet, le maire de ville Andrew Mutanga Mujimba s'est voulu rassurant face aux commerçants dont les espaces marchands ont été détruits pour laisser place à ce nouveau pôle économique. Les travaux qui s'évaluent à plus de 2,2 milliards de francs CFA vont donner un visage plus reluisant à la ville de l'Amitié qui a pour activité principale le commerce. Les autorités administratives et municipales ont cependant demandé aux populations de travailler en synergie avec les constructeurs de cette infrastructure qui va non seulement assainir l'environnement du vendeur mais également celui du consommateur. Pour Andrew Mutanga Mujimba, la construction de ce marché ultramoderne n'est qu'un point de départ pour le développement économique de Limbe. Eh bien, on termine cette édition du journal avec l'éducation, alerte, examen officiel, les mots qui soignent. Oui, Merlin Kamla, l'alerte aux résultats, examen officiel, comment gérer l'échec. Deux candidats malheureux au BPC se sont donné la mort à Douala la semaine dernière. Chinda Kamta Fabrice Cabrel et Nanga Brenda Michel n'ont pas digéré leur échec au brevet d'études du premier cycle. Les parents, dans l'expectative, tentent encore de mettre les mots à ces gestes inexpliqués. Ces suicides relancent la problématique de la gestion des échecs en cette période des résultats,
Alerte résultat, les mots qui soignent, un reportage d'Aboubacar Abou. Gabriel Fabrice Tsinda Kamta et Nanga Brenda Michel, désormais au passé. Le BEPC a filé entre leurs doigts. Pour le petit Gabriel, élève au collège polyvalent Les Valeurs à Douala, l'ascension, il se l'infligera lui-même. La toxine ingurgitée lui sera fatale. Même attitude malheureuse chez Brenda Michel, élève au lycée bilingue d'Oyak. La communauté éducative porte le deuil. La tragédie déterre une problématique mortelle. Comment gérer son échec? Personne ne lui a dit qu'on ne réussit pas qu'à l'école. Personne ne lui a expliqué qu'est-ce qu'on appelle même la réussite. Est-ce avoir passé son diplôme? On met sur ses frêles épaules une charge émotionnelle qu'il ne peut pas supporter. Maintenant, le pire est arrivé, il a raté son examen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Primordial et même impérieux, l'accompagnement des parents qui doivent jouer les protecteurs. La première des choses, c'est vous calmer vous-même, parents. Ça arrive dans la vie. Vous-même, est-ce que vous avez toujours passé tous vos examens? Est-ce que vous n'avez pas eu d'échec dans la vie? Ça arrive que quelque chose ne marche pas comme on avait prévu. C'est humain. La deuxième des choses, c'est consoler l'enfant. Dites-lui que rien dans la vie ne s'obtient sans effort. Et rater un examen, ce n'est pas avoir raté sa vie. Dernière chose, réorganisez-vous. Dites-vous la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne réussisse pas? Est-ce qu'il n'était pas discipliné? Est-ce qu'il était trop distrait? Est-ce qu'il s'amusait? Faites un check-up de l'échec et maintenant réorganisez-vous. Protéger ces bombes à retardement d'eux-mêmes, c'est aussi ça, l'école de la vie. Les mots qui soignent pour cette période de résultats d'examen officiel. C'est ainsi que nous clôturons cette édition du 18h, mais l'info continue sur CRTV News avec Omniscore. Merlin Kamla et ses invités rendent un autre hommage à Stephen Tato, le capitaine parti trop tôt. Tout de suite, Merlin Kamla pour Omniscore. On prend une légère pause, on revient juste après. Bonsoir. Une fois de plus, amis sportifs, merci de nous retrouver sur CRTV News dans le cadre de Omniscore. Les principaux titres à la une de cette édition. Stephen Tato repose désormais au cimetière de Mvolier, décédé le 31 juillet dernier à l'âge de 57 ans. Le capitaine emblématique des Lions indomptables a eu droit ce week-end à un hommage à la hauteur de ses œuvres. Gros plan dans cette édition d'Omniscore. Et puis on parle de reprise du championnat national de football. Ce ne sera pas pour le 26 septembre tel qu'annoncé initialement par la Fédération camerounaise de football. Le report a été rendu public le 26 août dernier pour une date jusqu'à présent inconnue. Et puis en Côte d'Ivoire, la Fédération internationale de football association suspend le processus électoral à la Fédération ivoirienne de football quelques jours après l'annulation de la candidature de Didier Drogba par la commission électorale. Et voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue à Omniscore sur CRTV News. On va prendre la première halte de l'émission. C'est l'événement de la semaine. Les invités qui vont croiser le verbe sur les trois sujets que nous avons choisis ce soir. Olivier Anatole Onana, bonsoir. Bonsoir à vous Merlin, merci de me faire l'amitié de me recevoir aujourd'hui. Bonsoir à tous ceux-là qui nous regardent en ce moment. J'espère que vous allez bien. Bon, on va dire qu'avec la situation sanitaire, ça ne va pas toujours très bien, mais on tient le coup. Eh bien, il faut rappeler que actuellement, vous officiez du côté de l'Académie internationale football. C'est du côté de Nyom, c'est une académie de formation des joueurs qui était de AS Fortuna depuis 2017. C'est vrai qu'on ne vous a pas assez vu sur les terrains. Maintenant, vous nous dites que vous êtes plutôt dans la formation des plus jeunes. Oui, disons que quand on a connu quand même des moments fastueux,
qu'on a eu à l'AS Fortuna ces derniers temps. J'y suis entré à l'AS Fortuna en 2004. On a fait beaucoup de chemin dans ce sens-là avec où finish une accession en Ligue 1. Bon, maintenant, il faut prendre du recul pour régénérer, parce que c'est pas le métier d'entraîneur est un métier trop épuisant psychologiquement, et donc on peut prendre du recul. Et donc j'ai pris pratiquement 2 années sabbatiques où je n'étais pas totalement éloigné des terrains. Ça m'a permis de rebondir du côté de l'Académie internationale de football basée du côté de Nyon, où je fais ce que j'essaie de faire ce que j'essaie de mieux faire, à savoir encadrer la jeunesse camerounaise pour pouvoir encore essayer de trouver ou alors détecter et former encore d'autres Amboanissa. On y revient dans un instant. Il fait son comeback. Il s'appelle Vincent Ngandji. Bonsoir. Bonsoir Merlin. Bonsoir à tous les... C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille ce soir. C'est un très grand plaisir pour moi de renouer avec ces plateaux que j'ai laissés depuis très longtemps. La question, un internaute m'a posée quand je disais que je reçois Ngandji. Ce soir, où est passé Ngandji? Où est passé Vincent Ngandji. Oui, Vincent Ngandji a juste eu quelques soucis parce que j'ai perdu mon papa qui a été très malade en fin d'année passée. Le 31 décembre, il est décédé. Alors là, il fallait... Oui, puisqu'il était chef de village, il fallait donc arranger tout ce qu'il y avait autour. Bon, le dévolu a été jeté sur moi pour lui succéder. Ah, successeur. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai été vraiment absent. Un peu absent. Mesdames et messieurs, ce sont les experts du dimanche. On revient dans un instant. Le premier thème ce soir, c'est bien évidemment l'hommage rendu à Stephen Tato, le capitaine emblématique des Lions indomptables, parti le 31 juillet dernier à l'âge de 57 ans. Les causes, la maladie. Ce week-end, la nation lui a été reconnaissante. Vous avez vu toute la mobilisation des membres du gouvernement, des anciens Lions indomptables. La communauté sportive a rendu hommage à Stephen Tato qui repose désormais du côté du cimetière de Mvolier. Reportage, Évariste Yenga. Ici repose Stephen Tato. La terre du cimetière d'Unvolier à Yaoundé s'est refermée sur le premier Africain à avoir enchaîné 2 Coupes du Monde de football comme capitaine de sa sélection nationale. Les derniers adieux de sa famille sont rentrés sous terre avec lui. Capi, que ton âme se repose en paix. Et un jour, je crois qu'on va se retrouver encore. Je n'ai aucun mot pour décrire mes sentiments à l'heure actuelle. Tout ce que je peux dire, c'est repose en paix, papa. Avec lui aussi, les couleurs nationales qu'il a défendues avec honneur et passion. Le chef de l'État lui a témoigné sa compassion par une lettre de condoléances du couple présidentiel. Mais pas que. Il y a aussi une reconnaissance ultime. Une médaille de commandeur de l'Ordre de la Valeur à titre posthume, décernée par le professeur Narcisse Mwelekambi, représentant personnel du chef de l'État. À la suite de l'office religieux dirigé par Monseigneur Jean Barga, les témoignages ont dessiné le visage d'un capitaine des Lions indomptables exemplaire dont l'une des valeurs est l'humilité légendaire. Sa complicité a remis à la surface ses petites appellations affectives. Tara pour certains, Montip pour d'autres, Big Massa à d'aucuns ou encore Capi, le capitaine dont les obsèques ont drainé du beau monde. Autorités administratives, membres du gouvernement, anciens Lions indomptables, sportifs de tous bords, familles et proches. Le lion de 57 ans, originaire de la Magnou, s'est endormi pour l'éternité. Vincent Ngandji, je commence directement par vous. vous êtes d'abord secrétaire général du CALIF, c'est le collectif des anciens Lions indomptables, secrétaire général adjoint du SINAFOC, le syndicat des footballeurs du Cameroun. Stephen Tato, c'est quelqu'un que vous avez côtoyé. Bien évidemment, Stephen, c'est quelqu'un qui a été proche de moi, proche de nous, puisqu'il était membre du collectif des anciens Lions indomptables. Et dans notre retraite, on a cheminé ensemble et on se retrouvait, c'était quelque chose de très fabuleux. Et les dernières fois, je crois, il y a peut-être 9 mois, nous sommes retrouvés. C'était dans une très bonne ambiance et bon, malheureusement que c'est arrivé aujourd'hui. Bon, je crois que Stephen va vraiment nous manquer. Peut-être un mot, Olivier Onana, sur ces hommages. Stephen Tato, décoré commandeur de l'Ordre de la Valeur, avec une lettre du chef de l'État et son épouse. Il a été un hommage rendu à la hauteur de l'illustre disparu. Oui, comme vous le dites, à la hauteur de l'illustre disparu, je crois que Stephen Tato, ça a été, comme vous l'avez relevé dans votre montage, quelqu'un qui a porté les couleurs de notre sélection, n'est-ce pas, le plus haut.
Je me souviens, on était encore relativement jeune, en 90, c'était quand même le tout premier capitaine africain à franchir l'étape, n'est-ce pas, des quarts de finale. Et donc, je crois que c'est tout à son avantage maintenant. Il a eu le mérite d'avoir les honneurs et puis la reconnaissance suprême du chef de l'État. Je crois que Stephen Tato, c'est quelqu'un qui était dans son approche, dans sa manière de faire, très humble, efficace et assez effacé. Donc c'est quelqu'un parfois qui saura prendre du recul pour mettre les autres, n'est-ce pas, en avant. Donc Stephen Tato, pour moi, ça reste un capitaine que nous n'oublions pas facilement, parce que c'est quelqu'un qui, même quand il jouait, c'était un jeu sobre, simple, mais très efficace à la fin. Donc c'est tout le mérite quand on regarde un peu tout ce beau monde, ce gratin qu'on a vu lors de son hommage. Moi je crois que Stephen Tato aurait pu mériter mieux. Et je crois que Vincent, qui le connaît très bien, a tout simplement essayé d'expliquer qui était déjà l'homme. C'est tout le mérite. Je crois que Stephen Tato mérite beaucoup plus une pensée plus honorable. Regard d'extérieur. Sa dernière apparition, c'était lors du tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations du côté du palais polyvalent des sports de Yaoundé. C'est un juge qui était déjà assez affaibli. Vous l'avez remarqué aussi? Oui, Stephen Tato, j'ai eu ces 3-4 derniers mois dans les couloirs de la fédération où nous y allons assez régulièrement le croiser, comme nous l'appelons affectueusement Capi. Avec toujours un petit sourire, il vous accueillait. On voit tout de suite lors de cette cérémonie dont vous évoquez que Stephen Tato était relativement un peu affaibli, plus ou moins fatigué. Donc on sentait quand même quelque chose qui n'allait pas à lui. Bon, c'est dommage parce que je crois, à mon humble avis, qu'on aurait pu prendre d'autres dispositions pour essayer de mettre cet homme, ce grand homme en jambe. Et puis bon, la mort a été fatale, c'est le destin de tout le monde. Donc Stephen Tato, forever, comme on dit. Vincent, des anecdotes à partager avec nous pour cet homme? Oui, enfin, vous savez, pour quelqu'un qui a été toujours avec nous, la première chose, c'est quelqu'un qui était très sociable, très humble, parce que effectivement, Tato pouvait rester en backstage pour que les choses se fassent. Donc, et surtout, c'était un homme des deux extrêmes. Et il faut que je vous dise la vérité, très humble, très sociable, il aimait la victoire. Parce que là, même quand on faisait des petits matchs de gala, si vous vous amusez sur le terrain, vous avez affaire avec Tato. Bon, maintenant aussi, quand il s'énervait, c'était terrible. Pour l'arrêter, c'était difficile. Donc voilà comment Tato était. Donc, ça signifie que c'était un homme très déterminé dans tout ce qu'il faisait. Il avait l'art d'aller jusqu'au bout. Ouais. Sobre, mais il était efficace, comme il disait dans son jeu. Il jouait simple, mais il était efficace. Donc pour moi, c'est l'homme qui incarnait aussi l'esprit. Bon, raison pour laquelle vous avez vu le capitaine d'une sélection qui amène le Cameroun pour la première fois à ce niveau de la Coupe du Monde et par conséquent l'Afrique. Donc il fallait vraiment lui donner ces hommages-là et je crois que l'État a été à la hauteur des hommages qu'il a mérités. Et moi je me dis qu'il aille se reposer en paix et on aura toujours une pensée pieuse pour lui. La CRTV qui a tenu à retransmettre l'événement en direct depuis la levée de corps à la morgue de l'hôpital central, événement en direct sur CRTV News, le tour de ville, parce que Stephen Tato était aussi célébré par les curieux, ce tour de ville ici à Yaoundé, puis la veillée au palais des sports de Yaoundé. On a eu l'occasion de voir aussi une fois de plus une messe d'action de grâce dite par Monseigneur Jean Barga, toujours au palais des sports de Yaoundé, avant l'enterrement dans la stricte intimité du côté du cimetière de Mvolier. Je vous propose de prendre ces quelques réactions de ces personnes qui l'ont connu. Stephen Tato forever. Well, it's a big loss. I never had the opportunity to see him play, but I had the opportunity to watch him on television in his past glories. I had the opportunity to work with him while he was working in Fika Foot. So as a football trainer, we are in the football world, and when he was a worker for the Ministry of Sports, so I had a lot of time to share, for him to share his experiences with us, because we used to go to him to meet him. He was such a humble man, a kind-hearted man, very sympathetic, and always motivated. I would say he was a generous man, and he was really a leader, because almost 20 years ago I came closer to him for something that was disturbing us, because we were always playing and returning the jerseys, and the time we played the competition and we were returning back to Nigeria without any souvenir of the national team, whereas our teammates up in Nigeria, they has their own souvenirs, so we were disturbed. And then he was administrative director, and we went to him
straight to him and we explained that to him, and he just took us into the room of equipment and told us to choose what we wanted to choose. But I only choose a shirt. He asked why. I say because I'm a leader. If I take so many things, it will be as if I'm cheating on others. And that was the first direct contact I had with him, and it was so great because I saw him as someone that listened to us. He did listen to us, whereas many were not listening to us, you know. And from there, that's where our relationship started as a senior brother and a junior sister. When he became sick, it became really difficult for us to share those good moments with him. A man that you never know he has pain, because he always put on a smile. And today he's gone. It's a big loss, not only for the football family in the world, but for Cameroonians in particular, and the people of Econa especially. And we used to call ourselves, I used to call him Senior Commonwealth, and he will call me Junior Commonwealth. It's a big loss too for the English community. May his soul rest in perfect peace. And we pray. Bon retour sur le plateau de CRTV News, hommage à Stephen Tato. On a des personnes qui l'ont côtoyé. Eh bien, peut-être, Olivier, mentionner être capitaine 2 fois une Coupe du Monde, c'est pas donné. 94, 90, il fallait être Stephen Tato. Oui, il fallait l'être. Il fallait être l'homme qu'il était, comme je vous l'ai dit. C'était un rassembleur avant tout. Donc, il a eu ce privilège-là, cet honneur-là. C'était aussi à tout son avantage parce qu'il a mérité d'être le capitaine. Vous savez, quand on est capitaine, il faut d'abord avoir ce courage, ce charisme-là et ce caractère-là aussi pour essayer de réunir, faire toujours comprendre à tout le groupe, n'est-ce pas? Il a eu cette chance-là, il a eu cette chance-là d'être à la tête, n'est-ce pas, le capitaine de pas mal de grands. Je parle, elle était quand même le capitaine de Roger Mila en 90, au Mambik, Libye, Thomas, donc j'en oublie certainement. Donc, on avait déjà de grands joueurs dans la sélection. Voilà, déjà, le grand joueur déjà, que lui-même il était déjà. Donc, moi je crois que sous cet angle-là, Stephen Tato était un capitaine, comme je l'ai dit tantôt, qui savait prendre du recul pour mettre les autres en avant. On en parlait peu, mais c'était quand même quelqu'un qui, dans le groupe, était d'abord assez influent, qui dégageait beaucoup de charisme. Et il avait aussi le respect surtout de ses coéquipiers, ce qui faisait de lui un grand leader, n'est-ce pas, et le joueur majeur qu'il était aussi dans ce groupe. Donc on a eu la chance, nous autres, de le connaître, de le voir jouer. Donc c'est une grâce. Bon, c'est dommage qu'il soit parti, on ne va pas dire très tôt, de manière un peu prompte, inopinée. Bon, malheureusement, ça c'est la voix de tout le monde, quoi. Alors, Vincent Gandhi, peut-être relever un phénomène qu'on ne voit plus aujourd'hui. Stephen Tato est capitaine des Lions Indomptables, mais il joue dans le championnat national. Ouais. Il est capitaine à cette époque, vous le disiez, Roger Mila qui jouait déjà en France, plusieurs joueurs qui jouaient déjà en Europe, en Occident. Stephen Tato a eu l'occasion de briller en étant dans le championnat camerounais. Oui, mais vous savez, avant, dans les années 60, 70, 80, 90, c'était les locaux qui faisaient le socle de l'équipe nationale. Les professionnels venaient à l'équipe nationale seulement ceux qui étaient vraiment importants. Et c'est ce qui donnait l'esprit de l'équipe nationale du Cameroun, la détermination. Parce que ces joueurs se connaissent d'abord en championnat. Tout à fait. Et déjà, quand ils se retrouvent en regroupement pour un stage, ces affinités-là grandissent. Et maintenant, les professionnels qui sont partis d'ici viennent juste enrichir le groupe. C'est la raison pour laquelle nous avons un peu on n'a pas assez de cohésion dans notre équipe nationale actuellement parce que ceux qui viennent de part et d'autre et ne se connaissent pas. De part et d'autre, parfois ne se connaissent même pas. Et ça devient difficile pour créer Ils ont 2 semaines de stage entre eux pour se familiariser. Alors, les amitiés, même parfois, on n'arrive pas à les faire puisque on ne se connaît pas. Bon, on vient juste là, chacun fait ce qu'il veut faire et on ne joue pas pour l'autre. Mais par contre, et je crois que c'est ce que nous devons refaire. Peut-être même un quota. Fixer même un quota pour les locaux. Bien évidemment, je vous dis, si nous arrivons là, nous aurons toujours un socle ici. Et maintenant, les professionnels, ceux qui méritent, qui brillent dans les grands championnats, ils arrivent avec leur expérience ajoutée à ce que le groupe, qui est déjà un esprit, qui est déjà un socle ici, a. Je crois que ça pourra marcher. On va prendre la deuxième halte de l'émission, mesdames et messieurs. C'est le plus de la semaine.
Dans cette deuxième partie, on parle du championnat national du Cameroun. Vous le savez tous, initialement prévu pour le 26 septembre, la date a été reportée à une date ultérieure. Plusieurs raisons sont évoquées. On aura l'occasion d'en parler avec nos invités, mais permettez qu'on fasse une virgule pour parler encore des Lions indomptables et de la promesse du chef de l'État qui a été tenue 30 ans après. Officiellement, les 22 Lions indomptables du Mondial 1990 sont détenteurs d'un logement offert par le président de la République. La cérémonie afférente a eu lieu cette semaine du côté du Palais polyvalent des sports de Yaoundé, co-présidé par le ministre des Sports et de l'éducation physique, le professeur Narcisse Moelek-Kombi, et le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketchakotes. Reportage, Joseph Gouet-Amandé. Ils sont désormais chacun en possession d'un appartement du Kansik de leur choix. Les 22 Lions indomptables de la Coupe du Monde de 1990 en Italie ont reçu les clés de leur maison. Le ministre de l'Urbanisme et du Développement urbain, Célestine Ketchakotes, et son homologue des sports et de l'éducation physique, professeur Narcisse Moelek-Kombi, ont officialisé la rétrocession ce jeudi 27 août 2020, ici au Palais des Sports de Yaoundé. Les héros du mondial italien ont pris de l'âge certes, mais cette vieillesse n'a occulté en rien leur joie après le don du président de la République. Je suis d'abord un propriétaire d'une maison à Kumba. Ça, c'est une deuxième maison pour mes enfants. Ça me fait plaisir. Sincèrement, c'est un geste inoubliable. La maison, c'est inimaginable. 3 de leurs coéquipiers sont passés de vie à trépas. Louis-Paul Nfédé, Benjamin Massing et le capitaine Stephen Tato. Leurs ayants droit ont aussi récupéré le don. Je dis bravo à papa, bravo à son travail, bravo à son effort. Vraiment bravo et je suis très contente. Une dizaine de membres du gouvernement et les responsables du monde du sport au Cameroun ont été des témoins de cet événement. Un grand moment de célébration festive à l'endroit de ces hommes qui ont donné la joie de vivre, pas seulement à un pays, mais à tout un continent. On parle du championnat national du Cameroun. Je vous le disais initialement annoncé pour le 26 septembre. La date a été reportée. Vincent Gandhi, peut-être une lecture de cette saison, la fin de la saison passée, interrompue brusquement avec la pandémie du Covid-19 et cette date de la reprise qui ne fait que s'éloigner. Vous savez, cette pandémie est venue troubler tous les secteurs. Déjà, le secteur du sport sera le plus touché. Pourquoi? Parce que en sport, l'entraînement doit être régulier pour réussir. Quand on ne s'entraîne pas pendant 6 mois, la reprise est souvent très difficile. Déjà, il y a un problème de compétition, un problème de niveau et un problème maintenant de réhabilitation, parce que là, les gens peuvent se blesser de temps en temps parce que le muscle a été très longtemps sans activité. Donc, il y aura vraiment beaucoup à faire là. Tant que le gouvernement n'a pas donné l'ordre, parce que nous savons que c'est le gouvernement actuellement qui est en train de contrôler tout ce que nous sommes en train de faire par rapport à cette pandémie, nous serons obligés d'attendre. Et s'il y a besoin, à un certain moment, je crois qu'ils vont libérer pour qu'on puisse commencer à jouer. Mais pour le moment, nous sommes obligés de nous tenir à cela parce qu'il va falloir limiter la propagation de cette pandémie parce que, vous savez, c'est bien de faire le sport étant en bonne santé. Olivier Anatole Onana, comment ça se passe du côté de l'Académie internationale de football? C'est le repos total? On a renvoyé les enfants depuis 6 mois? Oui, on ne va pas dire repos total, nous, à la Saint-Foot, selon l'Académie. On a quand même la chance d'avoir une des structures internes, c'est-à-dire qu'on a une salle de gymnastique, on va le dire comme ça. On a des salles de visionnage, des salles de musculation. Donc on a la chance quand même d'entretenir les joueurs et même sur le plan... les mesures barrières sont respectées? Les mesures barrières sont respectées. Nous avions en ce moment 15 à 16 joueurs internes pour une capacité de 30, donc on a réduit l'effectif. Donc dans ce sens-là. Mais pour rebondir sur ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est un peu difficile, n'est-ce pas, pour le footballeur même, de rester pendant 6 mois sans compétir. Et là, c'est bien relevé. L'inactivité du musculaire peut, n'est-ce pas, à la reprise, si le muscle n'a pas été suffisamment préparé, parce qu'il sera sollicité à une haute intensité, exposer ces mêmes muscles au risque de blessure. Et donc, forcément, c'est un peu difficile. Donc, maintenant, la date du 26 que vous avez évoquée a été annoncée, puis repoussée. Puis, bon, on peut s'interroger sur la date. C'est là qu'ils ont annoncé la date, savoir au niveau de la Fédération camerounaise. Je ne sais pas si on a pris, n'est-ce pas, toutes les informations. On a réuni
tous les acteurs pour essayer de décider sur... Justement, c'est le Premier ministre qui a eu l'occasion de mettre en place les mesures pour limiter la propagation du Covid-19. J'ai eu l'occasion de recevoir sur ce plateau dimanche dernier quelques présidents de clubs, notamment Roger Noah et le président de Dragon de Yaoundé, Komé Mars, qui disaient qu'ils ont été un peu surpris par ces notes. Aujourd'hui, on comprend que ça a été repoussé. Voilà, ce que j'aimerais savoir, c'est que nous sommes à moins sensiblement 5 mois du CHAN. On sait tous que on voudrait reprendre les compétitions pour pouvoir former une équipe capable de défendre les couleurs du Cameroun en janvier prochain. Qu'est-ce qu'on fait véritablement? Est-ce que vous pensez que le temps sera assez conséquent pour permettre une belle préparation de ces joueurs qui vont défendre le Cameroun lors du championnat d'Afrique des Nations? Oui, je crois que tous les techniciens s'accorderont sur le fait que ces mois qui nous restent ne peuvent pas effectivement nous permettre d'avoir une sélection, ou alors je vais dire des joueurs ultra compétitifs pour pouvoir jouer ces niveaux de la compétition. Bon, on va le dire comme ça, peut-être c'est un fait général, c'est généralisé en Afrique parce que tous les pays en pâtissent un peu. Donc la mesure 4 n'a pas encore été levée, c'est un peu difficile. Moi, je crois que la difficulté réside un peu dans la manière de pouvoir organiser ce championnat, parce qu'il peut être joué, ça c'est un fait, le championnat peut être joué. Je crois que les mesures qui avaient été annoncées, on a parlé de 200 personnes dans un stade, et on peut jouer dans ce sens-là. Toute la difficulté reste dans la préparation effective. J'ai causé avec quelques entraîneurs qui, pratiquement, quand la date du 26 a été annoncée, je parle là de Fous Azur avec Sogba qui a repris. Pour les entraîneurs, globalement et généralement, de faire asseoir un bon programme de préparation pour respecter toutes les étapes de la préparation physique, pour avoir une équipe compétitive à la date du 26. Donc, cette difficulté peut amener les entraîneurs à s'interroger. Donc, maintenant, par rapport à la compétitivité et au niveau des joueurs, parce que Vincent l'a bien évoqué, à ce moment-là, on peut avoir un problème de rythme. Vous voyez, un joueur qui reste sans jouer pendant 6 mois, au bout de 2 ou 3, 4 matchs, ne peut pas forcément avoir un rythme qui puisse lui permettre de postuler, de jouer à USCOP. On n'oublie pas qu'on a quand même la CAF a institué cette compétition qui doit se jouer dans pratiquement 3, 4 mois, 5 mois, en janvier, je crois. Et donc, pour le Cameroun, globalement, qui doit accueillir cette compétition, il est souhaitable pour les autorités, tant les autorités gouvernementales et aussi les autorités fédérales, s'asseoir pour voir d'un commun accord comment le championnat peut être. Parce qu'il est important que ces joueurs puissent retrouver la compétition pour avoir une équipe assez soudée. Vincent Gandhi, on sait tous que la pandémie ne va pas finir du jour au lendemain, comme un coup de magie. La reprise du championnat, dans quelles conditions? Faut-il tester tous les joueurs? Faut-il faire revenir le public sur le terrain? La reprise du championnat, dans quelles conditions? Vous savez, les joueurs ont toujours en début de saison des visites médicales. Il faut déjà le faire. Maintenant, prescrire des mesures, parce que c'est pour ça, comme Olivier le disait tout à l'heure, le gouvernement et la fédération s'asseyent pour voir comment est-ce qu'il faut mettre des mesures qui puissent permettre aux joueurs d'éviter d'abord de contracter la maladie et de la propager si jamais quelqu'un en a. Maintenant, au niveau du public, c'est une affaire un peu complexe, mais nous l'avons vu dans les églises. Il y a un respect maintenant de certaines mesures. Et on les respecte. En football, les joueurs sont obligés de te toucher. Non, les joueurs, déjà, nous nous rassurons que sur le plan de la santé, ils sont testés. Vous parlez pour le cas du public? Je parle pour le cas du public. Le public, on a son masque, on vient au stade avec son masque, et maintenant, il y a une distanciation, un siège vide et on s'assied sur l'autre. Donc on essaie de respecter, et nous l'avons vu dans des événements, par exemple, quand nous avons eu affaire à la veillée de Tato. De Stéphane Tato. C'est vrai, on a limité, mais les gens sont venus nombreux, mais on s'est attelé à faire respecter les mesures. Et il y a des gens là qui sont placés pour vous faire respecter ces mesures-là, et je crois quand même qu'on peut arriver à barrer la voie à cette maladie. Prenons le cas de PWD. PWD aujourd'hui va représenter le Cameroun dans une compétition internationale. Comment gérer en ce moment? Parce qu'on a certes, on doit débuter le championnat, mais on a une compétition internationale qu'on se prépare. Il faut beaucoup d'entraînement, il faut beaucoup de matchs de préparation. Comment PWD doit se prendre à ce moment? Comme je le disais tout à l'heure, les joueurs doivent passer à cette séance de visite médicale. Ça, automatiquement. Ce n'est pas seulement pour le Covid,
Mais on doit mettre le test du Covid à l'intérieur et les joueurs qui ne sont pas positifs, on les met ensemble et ils commencent à travailler. Et on se rassure qu'ils sont protégés. C'est pour ça qu'à un certain moment, PWD doit mettre des moyens pour mettre les joueurs en stage et les protéger. Et les faire travailler de manière à être prêts. Pour moi, par exemple, il faut faire 2 séances d'entraînement au moins par jour. On peut aller à 3 quand ils sont internés quelque part. Et je crois qu'en un mois, ils peuvent avoir une très bonne préparation. Pour commencer, il leur faudra rien que 3 à 4 matchs pour prendre la compétition et pouvoir jouer. Olivier, la reprise du championnat se fera tôt ou tard. Mais on questionne toujours ce problème, la professionnalisation. On parle du championnat professionnel du Cameroun, mais on a toujours des manquements pour véritablement que ce mot professionnel soit utilisé dans tous les sens. Comment rendre véritablement notre championnat professionnel? Comment faire pour rendre disons, c'est une question. Là, je vous donne quelques pistes. Comment faire revenir le public? Comment faire revenir les sponsors? Comment permettre à ce que les joueurs puissent avoir un salaire convenable, bien rémunéré, les joueurs, les entraîneurs, on ne plus ce licenciement abusif? Comment rendre ce championnat un tout petit peu, comparaison n'est pas raison, mais au Congo un peu là. Quand on voit le tout-puissant Mazembe aujourd'hui, on a envie de dire que c'est un club professionnel. Oui, quand vous parlez de professionnalisation, je crois que j'ai vu une image qui m'a fait un peu, qui m'a arraché un sourire sur les réseaux sociaux où on montrait une photo du stade Omnisport au match Tonnerre Canon, Racine Bafoussam, j'oublie un peu, où on avait pratiquement 30 à 40, 50 000 spectateurs au stade. On est revenu, la personne a remonté une autre photo il y a cela 2 saisons. Canon Tonnerre, on envoyait à peine 200 personnes au stade. Donc j'ai trouvé un peu ça risible. Mais bon, comment faire pour revenir? Qu'est-ce qui fait problème avec le public? Le premier problème, à mon avis, réside d'abord sur le fait qu'on n'a pas vraiment des infrastructures qui puissent attirer d'abord le public au stade. Quand je parle d'infrastructures, on a la chance d'avoir ces derniers temps des stades qui montent, qui sont flambants neufs. Et je crois qu'au-delà de l'esthétique, de la beauté même du stade, juste on peut venir... En passant, une parenthèse en passant, on a déjà parlé du match d'ouverture du championnat professionnel pour la saison prochaine qui va se jouer du côté du Japoma. Oui, voilà, oui. C'est déjà d'abord un pas. Donc je crois que les spectateurs pourraient d'abord venir au stade, ne fût-ce que par curiosité. Et puis maintenant, donc, ils peuvent être captés et captivés aussi par le spectacle que les joueurs peuvent fournir. Et au-delà de ça, donc, parlant du spectacle, le premier réside aussi sur le niveau réel même des joueurs, parce que c'est là où toute la responsabilité des encadreurs. Ils sont pas assez compétents, ils sont pas justement, parce qu'il y a ce petit problème de formation déjà à la base, les joueurs qui ne sont pas suffisamment bien préparés, qui ne sont pas suffisamment bien formés. Et donc tout ça amène à ce qu'on ne puisse pas avoir vraiment un dosage, un savant mélange qui puisse permettre au public de s'émerveiller, de venir au stade pour déstresser, pour s'amuser, pour voir ce qu'ils veulent voir. Donc moi je crois que tous ces paramètres peuvent permettre à la fédération, parce que n'oublions pas que la direction technique nationale, c'est elle qui est censée organiser un peu la politique générale du football. Donc il y a toutes ces mesures-là, tous ces paramètres-là qu'il faut revoir pour que le public revienne au stade. Bon, maintenant, quant à la question de savoir ce problème de salaire, qui n'est pas toujours assez conséquent à mon avis, parce que quand on parle de professionnalisation, pensez à un seul instant qu'un joueur professionnel puisse toucher 100 000 francs, c'est déjà un pas. Mais encore que ce salaire n'est pas régulier, je sais de quoi on parle, parce que on est quand même devant un procès, on est devant les prud'hommes de la fédération, avec un président de club qui n'a pas pu honorer ses engagements vis-à-vis des encadreurs que nous sommes. Donc, ce problème peut amener les encadreurs aussi à ne même pas être assez suffisamment motivés. Vincent le sait, quand vous n'avez pas la motivation psychologique, voire financière nécessaire, qui n'est pas motivée, on empathie un peu psychologiquement. Et donc je crois que on devrait quand même mettre les footballeurs, je vais dire les acteurs principaux, dans des conditions pratiquement idéales, pas idoines. Bon, pour que ces joueurs puissent se remotiver, pour que ces joueurs puissent avoir quelque chose de conséquent pour bien fournir le... Permettez que je relance Vincent sur la question. Olivier parle ici de l'argent, financement. D'où provient le financement pour un club? Je prends le cas, dans les clubs européens, on sait tous que la billetterie fonctionne très bien, les droits télé fonctionnent très bien, les transferts fonctionnent très bien. Chez nous là, d'où doit venir le côté financier des clubs?
Enfin, j'ai jeté un petit sourire parce que tout simplement, je vais aller un peu à l'encontre d'Olivier parce que je crois que le problème du football actuellement, c'est pas l'argent? Ce n'est pas trop le problème d'argent. Pourquoi pas trop le problème d'argent? C'est une histoire d'engouement. Nous avons passé toutes ces décennies dans des batailles. Trop de procès. Trop de procès. Trop d'argent jeté aux tasses. C'est un désintérêt du public, première chose. Pourquoi je le dis? Nous, on a joué, ce n'était pas professionnel. Il y avait des dizaines de milliers de spectateurs au stade. Pourquoi aujourd'hui, quand on a mis un peu d'argent, l'État a même voulu aider le football. Subventionner. En subventionnant, alors que ce n'était pas le cas à notre époque. Mais les gens venaient au stade. Alors, la première chose, c'est quoi? Ces batailles à la tête de la fédération qui nous ont causé beaucoup de problèmes et à la tête des clubs mythiques. Alors ça a fait qu'il y a 2 canons, on a 2 tonnerres. Les Unions qui a eu des problèmes, Rassin, tous ces clubs mythiques-là ont commencé à perdre un peu de leurs supporters et ça faisait un désintérêt. Les gens se retirent des stades. Et maintenant, quand ils se retirent des stades, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas assez de moyens pour les clubs. Et quand le gouvernement commence à subventionner le football, vous ne voyez plus de mécènes au football. Quand vous parlez de Tipi Mazembe, c'est un mécène, Moïse Katoumi, avec je crois que c'était la Gécamine, qui est une grosse entreprise, qui fait de gros bénéfices, mais des moyens là, et ça fait que quelque part, les joueurs respirent. Et ce club maintenant devient un exemple. Et chez nous, les mécènes partent pourquoi? Parce que la petite subvention que l'État donne, il y a certaines personnes qui arrivent, ils insultent ceux qui peuvent amener de l'argent dans le football. Alors quelqu'un qui en a un peu trop. Vous pensez qu'on ne cotise pas assez les sponsors? Effectivement, quand un mécène arrive, on l'insulte, il se retire, puisque c'est de l'argent qu'il en a de trop qu'il veut mettre. Alors, quelqu'un qui arrive donc là, qui n'en a pas assez, lui, il veut juste gérer la subvention qui arrive. Et c'est pour ça que vous voyez, nous avons un problème de paiement de salaire des joueurs. Or, si à un certain moment, on donnait une certaine limite, on donnait un certain quota, une certaine caution en début de saison, on dit, bon, si vous voulez participer au championnat camerounais, les salaires, c'est un minimum de 100 000 francs. Ça, c'est le minimum de 100 000 francs. Vous déposez quelque chose qui puisse garantir que vous pouvez payer cela. Et maintenant, quand la subvention arrive, c'est un appui. Parce que cela suppose que pour être président de club, il faudrait que le président respire d'abord. Bien évidemment, c'est pas n'importe qui arrive là pour bagarrer, pour commencer à utiliser les subventions et arranger les problèmes de famille. Non. Il faut d'abord être assis. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faille que les joueurs... Je reviens, je continue. Et maintenant, le niveau du football a redressé. Parce que les gars, maintenant, il n'y a pas de moyens. Ils veulent partir chaque fois le plus tôt. Si un gars a fait 3, 4, 5 bons matchs, on l'a apprécié, il a déjà un manager, il cherche déjà à partir, il est parti. Or, il faut jouer une saison, 2 saisons. Tu matures dans le jeu avant de partir. Et la maturité dans le jeu permet au championnat d'avoir des joueurs qui pensent bien sur le terrain et qui font un beau jeu, qui attirent le public. Le public ne vient pas regarder n'importe quoi. Il vient regarder un jeu attrayant, un jeu passionnant. Et maintenant, quand le public arrive, maintenant, les sponsors vont arriver parce que les annonceurs veulent voir là où il y a beaucoup de gens. C'est le problème que nous avons actuellement. Et si vous pouvez me le permettre, pour qu'on reparte là maintenant, le peuple camerounais aime être responsable de quelque chose. Moi, j'ai fait un peu de l'expérience. Il suffira que la fédération et la ligue, parce que là, il faudra une ligue. La fédération et la ligue se mettent ensemble pour chercher d'abord les sponsors, si un petit peut arriver, et ils se mettent ensemble en début de saison pour organiser même un match de gala, un match, une journée où peut-être 3 ou 4 équipes participent. Pour présenter même les sponsors. Justement. Et maintenant, le public arrive. Ils leur font comprendre que le football actuellement est bas. C'est parce que vous ne venez pas. Venez pendant qu'il est bas pour qu'on le relève. Et je crois qu'il y a des hommes de bonne volonté ici, des gens qui vont venir parce que les patriotes, ils veulent que le football se relève. Et en ce moment, on va un peu limiter. C'est sorti très tôt, un joueur qui a commencé, on lui dit il faut d'abord attendre un certain nombre un certain temps pour que le joueur puisse partir et vous allez voir comment est-ce que ça va remonter. Vincent, on revient, on va prendre juste une légère transition avant de revenir dans cette édition de Omniscore. On va parler d'un Camerounais le 4e Camerounais à remporter la Ligue des Champions. Plusieurs ne le savent pas, le Bayern de Munich qui a gagné tout récemment la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Eh bien, un Camerounais de 17 ans figure dans cette équipe du Bayern de Munich. Il s'appelle Bridge Akwo-Mbi. C'est un Camerounais, les 2 parents sont du Sud-Ouest. Reportage.
C'est le 4e Camerounais à remporter une finale de Ligue des Champions après Samuel Eto'o-Fils, Jérémy Sorel-Ndjita et Joël Matip. Âgé de 17 ans seulement, Bridge Akwo Arembi a regardé depuis le banc de touche des remplaçants son équipe décrocher pour la 6e fois le trophée de la plus grande compétition de football en Europe. Évoluant au poste de défenseur, Bridge Akwo a joué avec toutes les catégories inférieures, U17 et U19 du Bayern de Munich. Né en 2003, Bridge Arembi est l'un des très rares footballeurs à avoir bénéficié de l'épidémie du coronavirus. En effet, l'éclosion de la pandémie mondiale a ouvert les portes à la première équipe du Bayern, lui donnant ainsi une place dans l'équipe qui s'est rendue à Lisbonne pour le triomphe historique. Ses parents sont tous deux originaires de la région du sud-ouest du Cameroun. Il a vécu la compétition sur le banc de touche Bridge Akwo, mais c'est le 4e Camerounais dorénavant à remporter une Ligue des Champions. Alors Olivier, on va terminer sur ce sujet avant de parler de Didier Drogba, de ce championnat professionnel du Cameroun qui a du mal à décoller véritablement, qui a perdu en toute sa splendeur. Certains clubs dans la sous-région, certains pays voulaient ressembler au championnat camerounais quand on regarde comment les Mille a joué à l'époque avec le Tonnerre et tout le reste. Aujourd'hui, tout ça n'est qu'un lointain souvenir. Il faut de nouveau trouver une stratégie, une politique pour ramener le public, les sponsors sur le stade. Oui, c'est pour ça que je disais tantôt qu'on peut voir ce problème sous plusieurs angles. J'ai évoqué là le problème d'infrastructure. Quand vous aviez des stades qui ne sont pas attrayants, forcément le public s'est Aujourd'hui, on dit qu'on a beaucoup d'infrastructures, on a les stades annexes et tout le reste. Quand on joue maintenant, par exemple, au stade, on ne va pas dire stade militaire, bon, c'est le nom le plus connu. Le stade de Ngouaekele. Le stade de Ngouaekele. C'est attrayant, on voit quand même le public qui revient. Donc maintenant, moi je crois que je suis d'accord avec Ongandi sur le fait qu'il faille essayer de revoir beaucoup de choses, à savoir ces sponsors. Les sponsors. Comme il a dit, les sponsors viennent parce qu'il y a beaucoup de monde. S'il n'y a pas beaucoup de monde, les sponsors ne peuvent pas venir. Et donc à partir de là, on peut penser que l'État, avec la subvention que l'État accorde, je veux bien qu'on dise que le président de club devrait essayer de remplir un cahier de charges, mais on sait déjà que, globalement que l'État accorde quand même une subvention. À côté des subventions, il y a même ces joueurs qu'ils vendent à l'étranger. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Là réside toute la question, parce que vous voyez dans la plupart des cas, des présidents de clubs gèrent un peu des clubs comme c'était une épicerie, on va le dire comme ça. Vous avez beaucoup de clubs. Vincent a évoqué le problème. C'est la 3e fois que j'écoute cette phrase. Les présidents de clubs gèrent leur club. Chacun gère son club dans sa poche comme une tablette. Bon, maintenant, on a aussi parlé des problèmes des clubs mythiques, le Canon de Yaoundé, qui avec ses problèmes intestins, je veux dire des querelles intestines qui n'en finissent pas, le Tonnerre, et ainsi de suite. Donc maintenant, globalement, il serait le bon temps, comme moi je l'ai dit, que d'abord, au niveau, sur le plan technique, que les entraîneurs, les formateurs essayent d'abord de retrouver graines, former des joueurs qui puissent permettre au championnat vraiment de retrouver tout ça, tout ça faire. Bon, à côté de ça, nous avions déjà des infrastructures. Quand ces joueurs ont des infrastructures et qu'ils ont un très bon niveau, forcément le public peut revenir au stade parce qu'étant dans un confort qui puisse leur permettre de regarder un match sainement, cela peut amener quand même les mécènes à revenir au stade. On ne va pas mettre beaucoup d'argent là où on se retrouve avec 10 ou 3 spectateurs au stade. Donc moi je crois qu'il y a beaucoup de choses qui devraient être faites déjà en amont pour que le public revienne au stade. Alors vous avez la parole, vous la gardez pour le 3e sujet de ce soir. On parle des élections à la Fédération ivoirienne de football. Didier Drogba, de nouveau éjecté. La candidature a été repoussée par la commission électorale. Qu'est-ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire? Peut-être qu'il va se rendre du côté de la Côte d'Ivoire pour savoir ce qui ne va pas. Alors, on aurait pensé que c'est quand même Didier Drogba, c'est le vainqueur de la Champions League, c'est la star de Chelsea, c'est l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. On se serait dit, ok, si Didier se présente aux élections à la FIFA, forcément, ce sera comme une lettre à la poste. Mais c'est véritablement avec ce qu'on voit, ce feuilleton à rebondissement du côté de la Côte d'Ivoire, c'est l'être le mal aimé. Oui, on pourrait être surpris quand on pense que Didier Drogba,
non même pas qu'il a échoué, n'est-ce pas, pour les élections qui arrivent. Là, sa candidature n'a même pas été retenue. C'est ça qui désole un peu cette question. Donc maintenant, parler de... Vous savez, les élections, là, on parle déjà de politique. Et Didier Drogba était le joueur que nous connaissons. Il avait une légende, hein, pratiquement, du côté de Chelsea. Et on sait tout ce qu'il a pu apporter à cette sélection, à savoir la sélection ivoirienne de football. Bon, maintenant, le fait qu'il soit présenté aux élections et qu'on veuille nous faire comprendre qu'il n'a pas pu avoir les parrainages. Je crois que, au-delà de tout ce qu'on a évoqué, la candidature de Didier Drogba devrait quand même essayer de réunir, je veux dire, la génération de Didier Drogba, parce que on a constaté que c'est même à partir, n'est-ce pas, de ce coéquipier qui n'a pas été soutenu. Et donc, cela interroge quand même, nous interpelle plus d'une personne. Donc, globalement, Didier Drogba, cette question, on a l'impression plutôt qu'il fait peur à ceux-là qui dirigent le football ivoirien en ce moment. Déjà, il vous souvient que l'ancien ministre qui était le président de la commission a démissionné. Tout à fait. Parce qu'ayant déjà validé la candidature de Didier Drogba, il a été, on va le dire, hein, peut-être sous pression, mis à la porte, où il a jugé utile de démissionner. Et quelques 2 ou 3 jours après, cette même commission s'est réunie avec les 4 membres qui restaient, où on nous a fait comprendre que Didier Drogba, sa candidature était invalidée. Donc cela interpelle quand même plus d'une personne, parce qu'on comprend véritablement que non seulement il est mal aimé, mais sa candidature quelque part fait peur. Vincent Onganzi, Didier Drogba aujourd'hui, c'est un feuilleton qu'on vit depuis du côté de la Côte d'Ivoire. Pour être président à la Fédération ivoirienne de Côte d'Ivoire, il faut obtenir un parrainage. On a 5 groupes d'intérêt qui doivent donner le parrainage. Didier Drogba avait réussi difficilement à avoir le parrainage des arbitres. On a la commission électorale qui décide malgré tout d'invalider sa candidature. Mais ce qu'il faudrait mentionner, c'est que Didier Drogba a prouvé beaucoup de choses pour le championnat ivoirien. Et on sait qu'il le peut. Un bus à chaque club, le rehaussement du salaire des joueurs et encadreurs, avec tout ça, avec les sponsors qui pourraient venir, juste parce que Didier Drogba est président de la Fédération ivoirienne de football, sa candidature est invalidée. Je crois que là, nous allons comprendre qu'il ne faut pas seulement avoir une autorité pour dire que je viens gagner les élections. C'est un ensemble. Une fédération est gérée par l'Assemblée générale des membres de cette fédération. Alors, les membres, c'est qui? C'est les clubs. Ça signifie qu'il faut travailler en synergie avec les clubs. C'est à partir de là qu'il faut commencer à travailler et gagner maintenant la confiance de ces gens. Et je crois que parfois c'est des deals. Bien sûr. Je l'ai vécu depuis 2015. C'est des deals. Et parfois quand vous venez de l'extérieur, les gens se disent que mais lui qui arrive là, bon oui, il amène tout ça. Est-ce qu'il comprend le système? Voilà, c'est ça le problème. Et je crois que c'est ce que notre football a comme difficulté actuellement, parce que à un certain moment, ceux qui l'ont fait à un certain niveau, ils ont une certaine expérience. Et parfois, ils ont vécu des choses qu'ils veulent transposer, de manière à ce que ce soit mieux chez eux. Parfois, on le prend mal, parce qu'il faut d'abord que les gens se rassurent qu'ils ont protégé quelque chose qu'ils ont, peut-être dans le système, et que vous ne maîtrisez pas. Et je crois que c'est ce dont il est victime actuellement. Donc Didier Drogba doit, je me rappelle, c'était en 1996, quand Bel Joseph Antoine arrivait contre Onana Vincent, qui lui a dit, viens d'abord derrière moi, tu es vice-président et on voit. Donc ça signifie qu'il faut d'abord venir dans la maison, travailler avec nous et voir comment est-ce que les choses se font. Et nous allons voir si tu peux fonctionner avec le système et peut-être là tu pourras prendre la tête. Je crois que c'est ce dont il est victime actuellement. Mesdames et messieurs, il est 19h dans ce studio, c'est l'heure de parler information. Emmanuela Moni est déjà présente pour le journal de 19h. On aura l'occasion de parler dans cette édition de la ville de Limbé qui voudrait avoir un marché assez moderne. On parlera aussi des maires. On ira du côté du CRIB pour parler des actions menées par la mairie contre le Covid-19. On aura l'occasion de parler aussi dans cette édition de la Majesté, de Sa Majesté Jean Bidi. Emmanuel Moni is there. Good evening. Welcome on the set. Thank you so much, Melan. Good evening. I hope you are fine. I'm very good, thanks. The population of Limbe will soon benefit from an ultra-modern market. Exactly, Melan. The city of Limbe will soon have an ultra-modern market to facilitate commercialization in the city and other neighboring communities, while laying the foundation stone in Limbe under the patronage of the SDO for FACO, Emmanuel Ledoux,
in Gamba, the mayor of the council urged the population to work together with stakeholders to ensure a successful project. Tanjong Levis Agbo reports. Brighter days ahead for the city of Limbe after some parts of the market were demolished for the realization of an ultra-modern market worth over 2.2 billion francs CFA. The foundation has been laid for this infrastructure, and the mayor of the city of Limbe, Andrew Mutanga Monjimba, enjoined the population and local authorities to work in synergy with all the project partners to bring the most desired development and befitting status for the municipality. As an income-generating infrastructure financed and supported by the Council Support Fund for Mutual Assistance (FAIRCOM), the project is yet another milestone in Limbe's steady transformation to a modern city, which is equally to improve on the environment of traders and consumers and equally improve on council income. The General Manager of FAIRCOM, Philippe Camille Akua, and the Senior Divisional Officer for FACO, Emmanuel Ludu Ngamba, who presided over the ceremony, pledged their unwavering support towards the realization of this project. The Ngaoundéré City Council has engaged the services of 50 students to clean up the roads and drains all over the city during this holiday period. The holiday job scheme was officially launched by the SDO for Vina Fritz Dikoso Seme Friday in Ngaoundéré. Silas Nkwine has more. Keeping the town of Ngaoundéré clean and beautiful for everyone to appreciate is the key for officials of the City Council. For 1 month, the 50 students will identify and carry out general cleaning, including the opening of blocked gutters, drainages and grass cutting. They will also clear overgrown trees, as well as sweep and clean public edifices. The Senior Divisional Officer for the Vina, Fritz Dikoso Seme, while launching the program, said the students would earn enough money that will enable them supplement the purchase of school needs. The holiday job scheme, which forms part of a vast cleanup campaign that takes place every Thursday across the town of Ngaoundéré, was initiated by the Ngaoundéré City Council to alleviate poverty and boost family incomes. Mayor Nkribi intensified the fight against COVID-19. Exactly, Melan. The mayors of the Kribi 1 and 2 councils have intensified campaigns to ensure the respect of government's prescribed barrier measures to fight COVID-19 by the local population. This comes at a time when Kribi inhabitants are said to be taking these measures for granted, especially the non-respect of the wearing of face masks in public. Polycarp Atier tells us more. It has been noticed by the past that the population of Kribi is gradually neglecting the wearing of face masks, which is one of the principal methods prescribed by the government to stop the spread of the COVID-19 pandemic. Municipal authorities have therefore decided to accentuate sensitization campaigns, although much has been done so far by the municipal authorities to avert the spread of the pandemic. Reiterating the exercise is important. The measures we have taken are not draconian but persuasive. We focus on sensitization, and wearing of face mask is obligatory. Anytime that I'm sensitizing, I take myself as an example. My son, who is in France, has suffered from the pandemic but did not die. I am telling the population that the coronavirus is... The COVID-19 is a reality. Wearing of face masks and other preventive measures put in place by the government to bar the way for the spread of the virus in Cameroon is mandatory. The populations of Mbundumu in the Swa subdivision have a new traditional ruler, His Majesty Jean B.D. Melingi. The 60-year-old chief was officially enthroned Saturday by the divisional officer Serge Hervé Biwele. Rita Makang has more. He is the first ever ruler of the Bendumu traditional unit of the 3rd class chiefdom Ebogo 1 in the Soa subdivision. His Majesty B.D. Melingi is enthroned at a time when the inhabitants of the locality
are in need of social cohesion and development. The new traditional ruler has been called upon by the divisional officer to show proof of loyalty to the administration and to serve the interest of the people in the execution of his missions. He should maintain peace between the people of his bloc. He should maintain peace in order to assure the security of the people. I think the chief has also a mission of promotion of the local development. Missions which he promised to carry on with the aid of his 12 notables and the other custodians of tradition of the area. Craftsmen and women in the Northwest region say they are set to showcase the region's rich cultural potential at the International Handicraft Exhibition in Yaoundé. The artists have underscored that they will represent the region in food arts and other handmade products from natural materials like the Northwest traditional fabric, togu, sculptures, jewelry in a move to depict the region's rich cultural diversity. Sylvia Banta reports. She is one of the 45 participants whose creativity is now a potential asset for the Northwest region when craftsmen and women will get on the national stage for a highly competitive cultural event. I do is in the traditional ways, and what I presented here last time was a dress that was sewn with the white bias as the background, and two people were drawn on top, a man and a woman holding a peace plan together. The 8th edition of the International Handicraft Exhibition will also provide an opportunity for the Northwest artists to showcase the region's rich cultural diversity. The activity is not more promising as it used to be. That is why I said they should not relent their effort. And that call for the raison d'etre of this meeting we have here today to encourage our craft persons that they have chosen the best sector of the economy. Despite the financial difficulties stemming from the socio-political crisis and COVID-19, which has greatly affected the growth of the industry, the Secretary General at the Northwest Governor's Office, Vian Mekala, has called on the representatives to exhibit creativity and originality in their works. Melandi's report by Sylvia Banta puts an end to this newscast. Thank you very much. See you next week. Thank you too. Mesdames et messieurs, Omniscore se poursuit. On va prendre le zapping et on revient juste après.
Bon retour sur le plateau de CRTV News dans le cadre d'Omniscore. J'accueille sur ce plateau Willy Sherman Benaïsomba pour la World Sport. Willy, bonsoir. Bonsoir Merlin, bonsoir et également à tous vos invités, bonsoir à tous nos téléspectateurs. La World Sport, mesdames et messieurs, c'est tout de suite. Honneur aux dames ce soir, finale de la Ligue des champions féminines. Les Lyonnaises pourraient décrocher le 6e cercle consécutif ce soir face à Wolfsburg. Une nouvelle finale franco-allemande en Ligue des champions. Lyon-Wolfsburg, c'est le classique de la décennie. La rencontre est actuellement en cours du côté des équipes. Lyon a déjà remporté 6 titres et Wolfsburg en a remporté 2. Lyon est désigné favori pour cette 19e édition. Après un tour du côté de l'Angleterre, pas de nouveaux titres pour Liverpool. L'Arsenal d'Emerick Aubameyang, le Gabonais, décroche le 16e Community Shield de son histoire devant le champion de la Premier League. Arsenal, vainqueur de la FA Cup, remporte le traditionnel. De l'Angleterre, allons tout droit du côté de la France, la 2e journée de Ligue 1. Lyon de Karl Toko Ekambi se fait plaisir face à Dijon. Lyon s'est réellement fait plaisir, 4-1 en faveur de l'OL vendredi dernier face à Dijon au Groupama Stadium. Mené 0-1, les Lyonnais ont renversé la tendance pour démarrer la Ligue 1 sans son maestro Awa touché par le Covid-19. L'OL a été porté par Memphis Depay en état de grâce et auteur d'un triplé. Les hommes de Rudy Garcia ont d'emblée affirmé leur ambition pour cette nouvelle saison. Elle commence mal en revanche pour Dijon avec une 2e défaite en 2 matchs de championnat. Au menu de cette 2e journée de Ligue 1, Rennes a pris le dessus sur Montpellier 2-1. Strasbourg s'est incliné devant une 0-2. Ce dimanche, Reims a perdu face à Lille. Nantes a pris le dessus sur Nîmes 2-1. Saint-Etienne s'est imposé face à Lorient 2-0. Angers perd face à Bordeaux. Metz se fait battre par Monaco. À suivre dans quelques instants le match Brest-Marseille. Et jeudi prochain, le PSG fera son entrée face à Lens. Allons à présent en Espagne. Le bras de fer continue entre Lionel Messi et les dirigeants du FC Barcelone. La belle histoire d'amour d'il y a 20 ans entre Lionel Messi et le Barça ouvre sa dernière page durant cette période. Le septuple ballon d'or veut quitter le club. Depuis l'expédition de son courrier pour une démission à l'amiable, les supporters catalans ont assiégé la présidence du club pour exiger la démission de son président. Mais les dirigeants catalans restent intransigeants sur la clause de libération du joueur fixée à la colossale somme de 700 millions d'euros. À son tour, la star a décidé de ne pas subir le test Covid-19 prévu ce dimanche avec le club. À cette allure, les deux parties s'acheminent tout droit vers un procès. Et si tel est le cas, c'est un juge qui pourrait fixer le prix de l'Argentin, ce qui serait tout à fait inédit dans l'histoire du football américain. Et puis on va parler des Camerounais qui se sont illustrés ce week-end. On parle de Jean-Pierre Samé et Moumingama, le décisif avec Young Boy de Berne. Victoire 3-0 de Young Boy face à Klasvik. Jean-Pierre Samé et Moumingama ont respectivement inscrit le premier et le 3e but pour permettre aux leurs de se qualifier au prochain tour éliminatoire de la Ligue des Champions. En Autriche, Michael Tchokwa, auteur d'un but, a permis à Hans de s'imposer 2-1 face à Krashbad. Et en OFB Steel Cup, autant pour moi, en OFB Steel Cup, ils ont obtenu leur qualification au second tour pour la Coupe d'Autriche en France. Malgré la défaite de Montpellier 2-1 face à Rennes, Oyongo Bitolo a déclaré qu'il a donné une passe décisive, à la 62e minute à la Borde qui a ouvert le jeu. On va parler Mercato dans cette édition d'Omniscore sur CRTV News. On parle du capitaine du Paris Saint-Germain, le Brésilien Thiago Silva, qui s'engage dorénavant avec Chelsea. Il s'engage pour une saison avec option, un sacré coup double londonien, alors que le défenseur était en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à 35 ans. Thiago Silva s'en va pour un ultime défi en Premier League. L'aventure commence avec Chelsea, tenu en échec par Brighton en match amical samedi dernier en Italie. Zlatan Ibrahimovic a prolongé son contrat d'une saison avec le Milan, qui aurait cédé à sa demande d'augmentation de salaire. Les médias italiens parlent d'un contrat assorti d'un salaire net de 7 millions d'euros par an pour le buteur séduit. Et en Turquie, Adolphe
Teyik et Pekrus Boumal s'engagent avec Erzurumspor, club de première division turque. Et en Allemagne, le Camerounais Youssoufa Moukoko a intégré l'équipe première de Dortmund et portera désormais le numéro 18 après une belle saison passée en équipe réserve. Trêve de football, parlons basketball. La NBA a repris ce week-end, 3 jours après le boycott des joueurs. 3 jours de volcan qui ont permis aux acteurs de la NBA d'affirmer leur colère suite à l'affaire Jacob Blake, un Afro-Américain de 29 ans grièvement blessé par des tirs de policiers, un événement qui a suscité des vagues d'indignation contre les violences raciales. Les playoffs des NBA ont repris samedi. La NBA et le syndicat des joueurs NBPA ont annoncé la nouvelle vendredi en fin d'après-midi. Ce samedi, les Bucks se sont imposés 118 à 14 face au Magic. Les Rockets ont battu Thunder ce dimanche et les Raptors de Pascal Siakam sont face aux Celtics. Rappelons que cet incident de la police américaine n'est pas un cas isolé. En dehors du basketball, le baseball également a été boycotté. Désormais, les figures les plus médiatiques cherchent de nouveaux moyens de combattre le racisme aux États-Unis. Fin de World Sport. Merci beaucoup, Willy Jama Benaïsomba. On se dit à dimanche prochain. Avec le même plaisir. Mesdames et messieurs, on parle gossip. Esther Raimbo a collecté quelques informations pour nous. C'est le Congossa des joueurs. Gossip, c'est tout de suite. Chose promise, chose due. La dernière fois, nous avons parlé du don de logement offert par le chef de l'État au Lion de 1990. Cette fois encore, on en parle dans cette édition de Gossip Sport. Mais ce ne sera pas tout. On parlera également du combat entre Ganou, le champion de MMA, et Oga, le comédien. Salut à tous, merci de regarder cette édition de Gossip Sport. Bienvenue. Le don de logement offert par le chef de l'État au Lion de 1990 ne cesse de raviver les commentaires de certains acteurs. Mabouan Kesak est un ancien lion indomptable. Il accepte de tout cœur l'offre du président de la République. Je me désolidarise de l'action des anciens lions qui boudent les maisons proposées. C'est le président de la République qui dit, c'est le Cameroun qui me donne cet appartement ou cette maison. Donc je le prends de tout cœur. Pas de commentaires à faire sur un don du chef de l'État. On ne refuse pas un cadeau. Et pourquoi je devrais refuser puisque j'ai attendu 30 ans et que c'est un bien de plus pour ma famille et pour moi et pour mes amis. Ami le cœur, mon frère, il enlève les goals. Azan enlève les goals. Mon frère, mon frère. Je te jure, il vient de gâter au championnat, mon frère. C'est encore quoi ça? Jouer à l'équipe nationale du Cameroun serait pour certains une équation à plusieurs inconnus. Thierry Tazimeta a exprimé son désarroi sur un plateau de radio pour n'avoir pas pu être sélectionné à l'équipe nationale. Il déclare ainsi, je cite, « J'ai repoussé 4 années durant les propositions de la Guinée équatoriale. Je sentais que j'avais ma place chez les Lions. À chaque fois, on me demandait de payer pour être convoqué. La Guinée équatoriale m'a payé pour faire ce qu'on me demandait de payer pour le Cameroun. » Fin de citation. Aurait été contaminé après l'anniversaire qu'il a organisé il y a quelques jours. Une enquête de la police jamaïcaine est en cours sur l'affaire. Le champion du monde du 100 mètres a révélé sur son compte Instagram qu'il avait subi un test de dépistage et qu'il s'isolait dans l'attente de son résultat en précisant qu'il ne ressentait aucun symptôme. Assassinat des Noirs aux États-Unis, Naomi Osaka se retire du tournoi de Cincinnati et déclare ainsi « En tant que femme noire, j'ai l'impression qu'il y a des questions beaucoup plus importantes qui nécessitent une attention immédiate plutôt que de me regarder jouer au tennis. » Un combat que la pongiste n'est pas prête d'abandonner. Un autre combat, mais cette fois sur le ring de boxe. C'est le très attendu affrontement entre Oga le comédien et Ngannou la star du MMA.
Les actions se sont répétées devant plusieurs spectateurs ici au Cameroun. À le regarder, vous allez vous tordre de rire. Oga, est-ce que Oga va rompre? Il tient bon dans les cris du prédateur. Pour tous les humoristes camerounais, il y a un espoir pour les boxeurs camerounais. Il y a un espoir pour le MMA. Attention, la clé, est-ce qu'elle est passée? Oga résiste. Mesdames et messieurs, il veut la force. Il veut les ovations de son fan club. Oga Pomaye. Oh. Oga, la muraille vient de battre le record. Attention, il ne veut pas céder au chaos. Alors avec Oga, on aura tout vu cette année au Cameroun. Merci à vous de nous avoir regardés. Rendez-vous à la prochaine édition. Restez scotchés. J'espère que vous-même vous avez beaucoup souri à la maison. On va remercier beaucoup Francis Ngannou de la MMA pour ce jeu. Il s'est prêté au jeu de Oga avec beaucoup de public, avec beaucoup de médecins qui se sont greffés aussi. Oga qui, on le rappelle, à l'occasion de coacher le billet du côté de Limbe dans les sports corps à corps. Bien, quelques instants, on va terminer cette édition dans le Discord. Peut-être dire un mot, Vincent Gandhi. On a eu dans la World le club européen que vous affectionnez, c'est lequel? Le club européen que vous affectionnez. Oui, c'est toujours le Barça. J'aime le beau Justement, football. un mot sur Lionel Messi qui voudrait quitter le Barça. Mais je crois que Lionel a tout eu. Et il voudrait un peu explorer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Et je crois que ce n'est que légitime qu'on le laisse partir. Olivier, vous pensez qu'il pourra mieux s'exprimer ailleurs? On a vu Cristiano Ronaldo se vendre chaque fois d'avoir gagné plusieurs compétitions avec plusieurs clubs différents. Ce n'est pas le cas pour Lionel Messi qui a fait près de 20 ans au Barça, qui a été formé au Barça. Le public réclame son maintien et la démission même du président du club. Que dire sur cette affaire Lionel Messi qui fait les choux gras de la presse depuis quelques jours? Il faut dire que Bartomeu a même posé une condition. Si Lionel Messi réclamait sa démission, il était prêt à le faire. C'est tout dire sur ce joueur, cet énormissime joueur qui aura fait l'histoire vraiment du Barça, qui incarne même le Barça. Maintenant, que Cristiano Ronaldo soit parti à cela, je crois, 2 saisons, que Messi parte aussi de la Liga quelques 2 saisons après, on voit tout de suite que l'image même, l'identité même de la Liga peut en pâtir, n'est-ce pas, sur le plan, je peux dire, des médias et tout ce que cela peut apporter. Là, ailleurs, il en a les capacités, il en a les qualités pour. Bon, maintenant, il faudrait mieux s'exprimer ailleurs qu'au Barça. Oui, on peut penser qu'avec les informations, n'est-ce pas, que vous-même relayez, font état de ce qu'il pourrait atterrir du côté du Paris Saint-Germain. Il a annoncé Manchester City propose de payer Lionel Messi 50 qui a pratiquement la même d'euros identité de jeu avec l'entraîneur que nous connaissons, Pep Guardiola, qui a pratiquement la même identité de jeu que le Barça. Bon, maintenant, moi, je pense que Lionel Messi, championnat anglais dans une équipe comme Man City, ça pourrait se faire. Autre club que celui-là, ce sera un peu difficile pour lui quand on connaît l'exigence physique, n'est-ce pas, de certains championnats comme l'Italie, où il a annoncé aussi du côté de l'Inter ou l'Angleterre. Mais logiquement, Lionel Messi est quand même arrivé, je crois, n'est-ce pas, à la fin de ce cycle où il pense qu'il devrait se régénérer ailleurs, avoir une autre motivation pour pouvoir gagner d'autres titres. À 33 ans, il a encore les capacités de le faire. Vincent Gandhi, merci d'être passé. Je pense que c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a eu sur ce plateau. Le plaisir est le mien. Olivier Anatole Onana, merci. On se dit à la prochaine. À la prochaine, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, c'était Omniscore sur CRTV News. Bonsoir.